Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de lancement de la JEDS, Journée européenne de droit en santé 2023 dans les Hauts-de-France. Je vous souhaite tous la bienvenue pour ce webinaire de lancement qui va vous présenter divers outils aujourd'hui. Je serai accompagnée dans les prochaines minutes de Clément Bailleul de France Asso Santé, donc, qui est chargé de mission au sein de la délégation et qui va nous accompagner dans cette présentation, et le réseau Santé Qualité Risque, notre partenaire habituel, qui prendra la main aussi sur cette présentation avec Laurine et Elodie qui vous feront une présentation d'outils commune avec Clément. Juste pour cette petite introduction technique, pour rappel, vous avez les onglets questions et chat qui sont à votre disposition, qui vous permettent d'interagir donc avec l'équipe et les intervenants. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Nous pourrons reporter vos questions écrites à l'oral pour y répondre. L'onglet questions aussi qui permet la même chose. Je précise que le diaporama qui sera projeté et les documents qui seront projetés aujourd'hui seront téléchargeables en direct et accessibles en replay. Vous pourrez donc télécharger en haut de votre écran à droite, lors de la présentation, un petit icône permet de télécharger le document qui est présenté. Donc, n'hésitez surtout pas à récupérer ces documents. Aujourd'hui, on est là pour parler de la Journée européenne des droits en santé, qui est un temps fort de la démocratie en santé à la fois en France et en Europe. Ça fait plusieurs années, de nombreuses années que cette journée est fêtée partout en Europe. En France, France Asso Santé s'est mis dans ce mouvement depuis quelques années. C'est l'occasion pour vous, représentants des usagers, d'entrer en contact avec les usagers, de tenir des stands, par exemple, dans les établissements, et de pouvoir aller au contact des usagers, de leur expliquer qu'ils ont des droits en santé qui sont applicables, quels sont ces droits. Donc nous, on est là pour vous aider dans cette démarche. Comme tous les ans, on a mis en place une page du site sur notre site internet que je vous enverrai dans le chat et vous pourrez consulter plus tard. Cette page donc reprend divers documents. Le document qu'on va vous présenter en avant-première ce matin, la checklist sur la prise en charge des handicaps dans les établissements de santé, ainsi que la mise à disposition de divers documents. J'en ai quelques-uns sous la main que je peux vous montrer, notamment le Connaissez et faites valoir vos droits, qui est un petit livret qui est édité par Santé Info Droit, le badge du RU, la carte de santé Info Droit ou le quiz spécial JEDS. Tous ces documents, on vous les met à disposition gratuitement. Donc, il y a tout un listing qui est disponible sur notre site internet. Si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez le listing complet des documents. Vous pouvez les choisir, les affiches aussi qui sont mises à votre disposition. Vous pouvez revenir vers nous et nous, on vous propose de mettre tous ces documents à votre disposition. Donc, la semaine prochaine, lors de la journée régionale de la commission spécialisée droits des usagers de la CRSA qui aura lieu à Amiens le 13 avril. Nous faisons porteur de ces documents et livraison à ce moment-là ou dans d'autres événements de la région. Je précise qu'aucun envoi postal ne pourra être effectué puisque c'est des documents assez lourds. Ça sera compliqué pour nous de les envoyer. Par contre, on se déplace sur la région dans le cadre des formations et de ces événements. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on vous prépare des petits colis de documentation qui vous permettront de prendre la main sur ces stands et pouvoir aller plus facilement au contact des usagers et des professionnels pour faire valoir les droits en santé. Je vais finir sur ça. Je vous souhaite un très très bon webinaire. N'hésitez pas à revenir auprès de la délégation. Toute l'équipe est à votre disposition. Et je vais laisser la main à Clément, donc, qui est chargé de mission au sein de la délégation, pour vous parler d'un nouvel outil qu'on lance tout juste en région. On est très très fiers d'avoir pu faire ce travail et de vous partager ça, et on compte sur vous pour le prendre en main et en faire une réussite collective. Merci beaucoup Maureen. Merci à vous tous d'être et toutes d'être connectés pour cette présentation. Alors, cet outil, cette checklist à destination des représentants des usagers
pour finalement aller regarder au sein de votre établissement les points qui sont observables sur la bonne prise en charge des personnes en situation de handicap. Je ne vais pas vous en dire trop tout de suite parce que cet outil va vous être présenté en détail par le réseau Santé Qualité Risque. En fait, nous avons un groupe de travail sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap à France Asso Santé. Ce groupe de travail, il est composé de nos associations, de représentants de nos associations et puis de partenaires. Voilà, la particularité de ce groupe de travail, c'est qu'il est vraiment mixte entre nos représentants associatifs, que ce soit des associations, de l'UNAFAM, de la FM Téléthon, de l'UNAPEI, de l'APF France Handicap, de la FTC, enfin voilà, je vais sans doute en oublier, mais voilà, on a des nombreuses associations qui composent ce groupe de travail. Et puis on a associé à ce groupe de travail le CREAI Hauts-de-France, avec lequel on produit des cafés rencontres à destination des représentants des usagers, au cours desquels on vous propose de discuter avec des intervenants pairs en situation de handicap sur leurs difficultés d'accès aux soins et notamment d'accès aux soins à l'hôpital. Voilà. D'ailleurs, je peux tout de suite vous donner on n'a pas encore sorti la communication, mais je peux tout de suite vous donner les 2 dates de cette année, puisque ce sera le 23 mai après-midi à Beauvais et le 13 juin après-midi, donc c'est des mardis à chaque fois, à Arras. Voilà. 23 mai et 13 juin, ça c'est les 2 prochains cafés rencontres pour 2023, voilà, c'est un format qu'on propose régulièrement, qu'on propose chaque année, en tout cas depuis l'année dernière, et qui nous a, qui est vraiment un outil, enfin un moment de sensibilisation aux difficultés concrètes rencontrées par ces personnes dont les handicaps sont d'ailleurs assez variés, hein, les personnes qui contribuent à ces cafés rencontres, les intervenants pairs. Voilà, et dans la même veine, on a décidé de travailler, de vous proposer cette checklist. Et c'est le réseau Santé Qualité Risque, hein, qui est notre partenaire aussi et qui s'est rendu disponible ce matin, et je les en remercie déjà, qui a vraiment créé cet outil, et nous allons du coup vous le présenter ce matin. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin pour le moment. Je vais laisser tout de suite la parole aux collègues du réseau Santé Qualité Risque. Mais en tout cas, je reprendrai la parole par la suite pour voir comment est-ce que cet outil peut être utilisé et ce qu'on peut en faire collectivement avec France Asso Santé. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour l'instant, et j'invite les collègues du réseau Santé Qualité Risque à nous rejoindre pour la présentation. Alors je ne sais pas, Élodie, Laurine, si vous pouvez vous connecter à nouveau, en tout cas vous mettre en avant à nouveau. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça va, on voit le diaporama à l'écran. Je ne sais pas si Elodie est connectée également.
Alors, bonjour à tous. Oui, du coup, suite au groupe de travail donc, réalisé avec France Asso Santé et le CREAI, donc, on vous propose ici de vous présenter un outil qu'on a réalisé dans le but, non pas de la certification, mais aussi pour permettre aux personnes vivant avec un handicap d'assurer une prise en charge dans l'établissement la plus optimale possible. Alors, voilà. Donc, en sommaire, donc, ce qu'on vous propose, c'est d'identifier déjà les enjeux qui sont liés à la prise en charge des personnes vivant avec un handicap et ensuite d'échanger si vous avez des questions sur ce sujet. Donc, les enjeux liés à la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Donc, toujours le rappel de la loi du 11 février 2005. Donc, pour rappel, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Et en fait, l'idée, ce qu'on a voulu produire au travers du document qu'on verra du coup juste après, c'est vraiment de se dire, ben voilà, quand une personne en situation de handicap arrive dans un établissement, est-ce que la prise en charge est optimale? Est-ce que tout est fait pour que la personne se sente bien prise en charge et se sente bien accompagnée? Donc, les principaux enjeux, donc vraiment pour les établissements de santé, donc au niveau du pilotage, c'est vraiment d'assurer un accueil et une accessibilité pour ces personnes. Et en action, du coup, c'est vraiment de développer la prévention auprès des professionnels de l'établissement, de favoriser du coup le maintien de l'autonomie pour ces personnes, de développer des modalités d'évaluation adaptées à la douleur également, d'associer le proche aidant dans la mise en œuvre du projet de soins et de mettre en place aux urgences une prise en charge adaptée. Donc, si on revient à l'accès à l'information, l'idée, c'est vraiment de maintenir l'autonomie de chaque personne. Donc, pour cela, les établissements donc, font appel à des référents handicap ou alors des équipes spécialisées. Il y a également des numéros de téléphone dédiés afin de faciliter l'accès à l'information de la personne pour qu'elle puisse joindre directement du coup, les équipes concernées. Et du coup, avoir un site internet et des documents d'information adaptés du coup à chaque handicap. Pour l'accès à l'information, donc pour l'accès à l'établissement, l'établissement va devoir mettre en place vraiment une signalétique adaptée aux différents types de handicaps, que ce soit des handicaps moteurs, visuels, etc. Donc pour cela, regardez si les parkings sont adaptés, est-ce qu'il y a des rampes d'accès, est-ce que les ascenseurs sont adaptés. Des fois, ça paraît tout bête, mais est-ce que l'ascenseur, par exemple, donne le nom de l'étage au moment de la sortie? Enfin voilà, ça, on le verra après quand on va relire du coup la grille, on va rechecker du coup tous ces éléments. Ensuite, l'accès aux soins. Donc là aussi, on va regarder si la signalétique est adaptée aux différents types de handicap. Et aussi, du coup, mettre en place une signalétique vraiment adaptée pour chaque handicap et équipée dans les chambres. Donc avec un fléchage adapté, un plan interactif, la table d'examen à hauteur variable et le guichet à hauteur adapté au fauteuil. Ça, c'est très important parce que le premier contact qu'on a dans un établissement, quand on arrive dans un établissement, c'est vraiment le guichet d'accueil. Et déjà, si le guichet n'est pas adapté au handicap de la personne, on va dire que c'est déjà le premier point pour une prise en charge la plus adaptée possible. Élodie, je ne sais pas si je te laisse la main ou... Oui. Oui. Donc effectivement, tout ça commence également par donc des excusez-moi, je reprends le fil, donc là je bafouille, je m'excuse. Donc effectivement, l'établissement de santé doit identifier les besoins complémentaires, notamment sur des choses un peu précises comme l'audition, la vision, le surpoids, les addictions, l'hygiène bucco-dentaire, etc.
L'établissement doit également informer l'entourage ou les structures au moment de la sortie pour mettre en place, si besoin, les actions de suivi. Parce qu'effectivement, il y a le passage dans l'établissement de santé, mais l'accompagnement et la prise en soin d'une personne, c'est au niveau du global, en fait. Sa prise en charge globale. Donc, ce qu'on disait effectivement, c'est que le principal, c'est de viser l'autonomie, le plus d'autonomie possible de la personne. Donc la personne doit pouvoir rester active de sa santé et de sa qualité de vie. Et c'est pour ça que vraiment l'autonomie est au cœur de la volonté de ce que l'on veut mettre en place. Et c'est pour ça qu'autour, on travaille sur des structures le plus adaptées possible, le recueil des besoins, l'expertise du patient lui-même, puisque c'est lui qui se connaît le mieux, aider de son entourage éventuellement, et d'évaluer ses aptitudes pour vraiment pouvoir coordonner tout ça et le laisser autonome le plus possible dans sa prise en soin, dans ses prises de décision, dans le respect de ses droits, en fait. Donc notamment en termes de soins, un point qui est très 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 important, donc c'est la prise en charge de la douleur. Donc elle doit être faite par l'établissement, en fait, à plusieurs moments bien précis, à l'entrée ou suite à un soin douloureux ou juste avant, juste après, enfin, quand on arrive en salle de réveil, enfin vraiment, il peut y avoir s'il y a une intervention, il peut y avoir vraiment plusieurs moments phares de la prise de la mesure de la douleur pour après adapter le traitement pour soulager cette douleur si besoin, ou juste un changement de position. Et pour ça, effectivement, il existe des outils adaptés. Il existe une échelle pour évaluer la douleur, des outils adaptés qui peuvent s'adapter justement donc du fait du handicap. Donc il y a des choses qui existent précisément par rapport à différents handicaps. Il y a l'utilisation de moyens de mesure donc adaptés aussi. Donc ça va être beaucoup plus. Enfin, si la personne n'est pas en capacité de répondre, ça va être sur des signes du corps à voir, hein, des grimaces, par exemple, un changement de position, quelque chose de pas confortable. Il y a aussi l'utilisation de moyens de communication adaptés. Si on veut que la personne réponde, donc voilà, ça peut être par des tablettes, par des pictogrammes, par de la traduction en langage des signes, et mobilisation de l'expertise des aidants ou des proches, puisqu'effectivement, si l'entourage est présent, ils connaissent bien la réaction du patient, et c'est très important de pouvoir être à l'écoute de ce que les proches disent pour être alerté sur la douleur et du coup pouvoir intervenir et la soulager. Donc au niveau de la place du proche aidant, donc ça fait une très bonne transition avec ce qu'on vient de voir juste avant. L'établissement doit pouvoir favoriser l'expression et la participation des aidants. Donc c'est un droit d'être accompagné par la personne de son choix tout au long de son parcours de soins. Et donc de pouvoir ainsi favoriser l'expression et la participation au projet de soins. Donc le but étant bien de poser les questions à la personne, au patient. Après, s'il y a besoin d'explications supplémentaires ou de faciliter la communication par l'aidant, c'est bien, mais c'est bien la personne dont on veut connaître la réponse, c'est bien le patient en lui-même. Et du coup, reconnaître l'expertise donc de l'aidant, du proche aidant qui connaît très bien le patient du coup. Au niveau de l'adaptation des prises en charge et au niveau des urgences, c'est un critère un petit peu ciblé, un petit peu spécial, puisque c'est vrai que c'est toujours un moment de stress quand on arrive aux urgences. Du coup, pour essayer d'atténuer un maximum ça, il y a des préconisations pour s'adapter au niveau de ce service-là, notamment d'avoir des espaces d'attente appropriés qui peuvent être peut-être un peu plus, alors ça dépend des locaux, mais qui, dans la mesure du possible, qui puissent être un petit peu à l'écart pour pas avoir forcément un isolement, mais en tout cas être plus au calme et que ce soit moins anxiogène. D'avoir des circuits spécifiques et plus courts pour permettre d'orienter systématiquement les patients vers un service adapté et réduire ainsi les délais d'attente.
D'avoir un dossier de liaison d'urgence associé avec les documents spécifiques au handicap, ce qui pourra faire gagner du temps sur le diagnostic au niveau de l'équipe médicale et paramédicale. Toujours la sollicitation de l'aidant ou du proche pour permettre de compléter et de contribuer à l'explication sur les habitudes de vie, sur la pathologie en lien avec le patient, en lien avec son handicap, mais aussi dans une certaine mesure par rapport à la qualité et la sécurité des soins qui lui seront prodigués. Donc effectivement, de pouvoir solliciter l'aidant à ce niveau-là. Et c'est là où je vais faire une transition, donc du coup avec, je vais laisser la parole à ma collègue Laurine, où effectivement on regarde de tout ce qui existe en termes de recommandations, notamment de la Haute Autorité de Santé. Nous avons travaillé avec France Asso Santé sur une checklist dont nous a présenté, enfin qu'a introduit Clément, pour répondre justement à ces enjeux. Et là du coup, Laurine, je te laisse. Je te laisse continuer puisque c'est toi qui a réalisé le test en établissement avec un représentant des usagers. Oui, merci Elodie. Oui, du coup, comme vous l'avez vu, Elodie vous a exposé du coup un petit peu toutes les recommandations liées du coup à l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. Donc l'idée qu'on a eue avec France Asso Santé, c'était de réaliser un petit peu une checklist qui pourrait permettre du coup à vous, représentants des usagers, d'identifier du coup dans vos établissements voilà, quelles sont les choses qui sont mises en place, quelles sont celles qui vont être mises en place ou quelles sont celles qui ne sont pas mises en place dans vos établissements et qui pourraient du coup répondre à l'accès aux soins aux personnes en situation de handicap. Donc, on a réalisé une petite checklist du coup qui reprend tout ce qu'Elodie du coup vient d'exposer. On a testé du coup cette checklist en établissement, donc avec un représentant des usagers. Donc, on a fait ça en binôme. Ça a duré une petite matinée, donc avec forcément une petite réunion où on a présenté l'outil aux responsables qualité, aux membres de l'établissement. Ensuite, on a été faire la checklist, essayer de checker un petit peu tous les points vraiment dans les services, aux urgences, etc., avec le représentant des usagers. Donc, on s'est même pris au jeu de se dire, on a pris un chariot pour vraiment identifier quelles sont les difficultés des personnes avec un handicap moteur. On s'est dit, on a essayé de se mettre en se disant quelles sont les difficultés pour une personne qui a un handicap visuel, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de tester l'outil en établissement. Et ensuite, donc une fois qu'on a testé l'outil, il y a eu quelques ajustements. On a validé du coup la checklist en groupe de travail qu'on vous diffusera du coup suite à ce webinaire. Clément en parlera du coup juste après mon intervention. Donc la checklist se présente ainsi. Je vous ai mis les photos juste que vous ayez une petite idée de sa mise en page. Et ensuite donc on a réalisé donc la checklist en fonction des grands items qu'on a identifiés. Donc le premier item, c'est l'accessibilité des locaux. Du coup, ce qu'on propose, ce que vous pouvez du coup retrouver sur le terrain, est-ce qu'on a une signalétique des parkings? Est-ce que les parkings sont accessibles? Donc, le nombre de places, la disposition des places vraiment au plus près des accès du bâtiment. Est-ce qu'il y a des rampes d'accès? Est-ce qu'il y a l'indication de l'entrée? Donc là, on a vraiment été du coup à l'extérieur, essayer d'identifier. Donc, par exemple, dans l'établissement où on est allé, en fait, il n'y avait que 2 places de parking pour personnes en situation de handicap. Donc, on s'est dit, c'est peut-être un peu juste finalement. Le parking était plein. Et en fait, au moment où on a fait cette observation, on a vu une personne arriver en fauteuil de beaucoup plus loin parce qu'elle n'avait pas réussi à se garer. Donc voilà, c'est des choses que du coup, on a pu identifier et qu'on a pu du coup remonter à l'établissement. Et puis, ça tombait bien parce que l'établissement est en train de revoir un petit peu, va faire des travaux au niveau du parking et des urgences. Donc, c'était vraiment une remontée d'informations qui était très intéressante.
Ensuite, on a regardé s'il y avait des rampes d'accès, est-ce qu'elles existaient, est-ce qu'il y avait une inclinaison de la pente qui est acceptable, est-ce qu'il y avait des bateaux au trottoir. Donc, les bateaux au trottoir, c'est, voilà, est-ce que les trottoirs, est-ce qu'il y a un abaissement du trottoir qui permet du coup plus facilement d'y accéder. Lever des différentes barrières qui pourraient entraver l'accès aux lieux et aux services. Et en fait, comme vous le voyez, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais pour chaque item, on vous demande est-ce que le point a été observé, oui ou non. Donc, vous cochez oui si vous les avez observés, et puis vous pouvez ajouter un petit commentaire à disposition de l'établissement. Est-ce que les ascenseurs sont adaptés? Donc, c'est vrai qu'on est arrivé dans l'ascenseur, donc on a appelé l'ascenseur, on a bien entendu, vous êtes au rez-de-chaussée, on a appuyé sur le premier étage. Quand on est arrivé au premier étage, on a bien eu, vous êtes au premier étage. Donc, taille, est-ce que les boutons sont en braille, est-ce qu'on entend oralement l'arrivée à l'étage, etc. Ensuite, est-ce que à l'accueil, le matériel et le mobilier est adapté? Donc, est-ce que les guichets sont à hauteur adaptée? Donc, ça, c'est super important. Autant, donc, quand on a fait le test, les guichets étaient à hauteur adaptée dans l'établissement, enfin, à l'entrée de l'établissement, mais aux urgences, non. Donc, c'est vrai que voilà, c'est vraiment, comme Élodie le disait, déjà en situation d'urgence, on n'est pas dans la même, on est un peu en stress, etc. Donc, voilà, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive en établissement, et bon, c'est un peu la difficulté. Donc, voilà. Et ensuite, est-ce qu'il y a la place pour se déplacer en fauteuil roulant? Est-ce qu'il y a des hygiaphones? Hygiaphone, en fait, c'est la surface transparente qui permet les échanges au guichet, qui permet du coup de parler en fait dans l'hygiaphone pour que la personne en face entende correctement et vice-versa. Ensuite, est-ce qu'il y a des chambres pour patients ayant un déficit moteur au sein de l'établissement? Donc là aussi, on est allé dans un service, on a demandé aux professionnels, voilà, quand vous prenez en charge une personne avec un handicap, quel que soit le handicap, comment vous agissez. Donc là, on a laissé les professionnels nous expliquer un petit peu la façon dont ils prennent en charge ces patients. Ils nous ont même fait visiter donc la chambre à destination. Il y avait 3 chambres à destination de personnes avec un déficit moteur. Et du coup, c'est même en allant observer où la personne s'est dit, ils ont mis un petit une petite plaquette en fait pour reposer le gel douche, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, on était toujours avec un fauteuil, en se baladant avec le fauteuil, que finalement, il était assez haut. Cette plaquette était assez en hauteur, donc voilà, du coup, ils ont pu identifier ce point dans l'établissement, et ils ont demandé du coup au service technique de les baisser pour que ce soit beaucoup plus pratique pour les personnes. Est-ce qu'il y a une mise à disposition de fauteuils roulants à l'entrée de l'établissement? Au niveau de la consultation des salles de soins, est-ce que le matériel et le mobilier sont adaptés? Donc là aussi, en fait, on va directement dans les services. Alors nous, on a vraiment... l'établissement avait joué le jeu, nous a dit, on l'a pas dit, on n'a pas du tout communiqué la checklist. Donc, vous allez dans n'importe quel service. Donc, c'est vrai qu'on a pris un peu un service au hasard dans l'établissement, et du coup, on a été en consultation et en salle de soins, où on a regardé si les bureaux étaient à hauteur adaptée, si les tables d'examen étaient à hauteur variable, si on avait la place pour se déplacer avec un fauteuil roulant, etc. Donc, l'idée, c'est aussi, donc vous avez cette checklist en support, mais l'idée, c'est aussi, si vous le souhaitez, de poser des questions aux professionnels pour savoir, voilà, comment vous faites, etc. Et puis, vous savez que les professionnels, il y a une personne qui me disait, voilà, quand on a un problème, on peut appeler des associations de patients pour nous aider. Les professionnels sont là aussi pour alimenter, on va dire, cette checklist. Ensuite, on avait Alors, Laurine, je me permets de faire une première pause de questions-réponses sur l'accessibilité des locaux. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions du chat. Moi, je vais commencer par 3 questions un petit peu. Je vais jouer un peu les naïfs ce matin.
La première question sur le nombre de places de parking. Est-ce qu'il y a un nombre de places minimum? Est-ce qu'on peut, en fonction de la taille de l'établissement, attendre un nombre de places précis ou pas? Oui, c'est à voir avec la commission de sécurité. Normalement, en termes de commission de sécurité, maintenant, il y a une partie qui est vérifiée avec l'accessibilité PMR. Et ça, c'est vu à ce niveau-là, sachant que donc ça dépend de la taille de l'établissement, de sa configuration. Sachant que si vous décidez d'en mettre plus, c'est toujours mieux pour les personnes. Sachant qu'après, c'est en nombre, c'est important, mais surtout dans leur positionnement. Parce que si vous avez 15 places PMR, mais que c'est, pour les personnes en mobilité réduite, mais qu'elles sont à l'autre bout du parking, ça sert pas à grand-chose, quoi. D'accord. Donc finalement, c'est peut-être en amont de la réalisation, de l'action, d'aller, dans l'établissement, faire, cette checklist, peut-être se renseigner ou demander renseignement auprès de l'établissement du nombre légal, on va dire, de places de parking. Et ensuite, je trouve que c'était intéressant l'exemple de Laurine, c'est-à-dire qu'il y a, il y a ce qui est sur le papier et puis il y a ce dont on se rend compte sur le terrain, en fait, où on peut se rendre compte de choses qui avaient peut-être échappé à l'établissement. Alors après, cette checklist a été construite dans l'idée qu'il y ait tous les points qui soient observables par les représentants des usagers ou d'autres personnes qui voudraient faire l'évaluation. Mmh. Donc le fait de poser des questions en amont, c'était pas prévu comme ça. Oui, d'accord. Par contre, je pense que le fait d'observer, et là l'exemple de Laurine est très fort, et d'interpeller sur le fait de dire, bah, peut-être que vous êtes dans les clous réglementairement, c'est possible, Mmh. si la commission de sécurité a rien dit, mais que bon, quoi, franchement, c'est pas suffisant, c'est pas pratique. D'accord. Ça, c'est entendable. Donc voilà, comme c'est vraiment un audit d'observation ou de questions un petit peu, mais c'est surtout basé sur l'observation, pour pas mettre en difficulté ceux qui veulent mettre en place l'audit. Si c'est possible, ça dépend de la relation qu'ils ont avec l'établissement, qui veulent poser les questions avant pour se préparer, pourquoi pas. Après, c'est pas une prérogative à réaliser l'audit, pour réaliser l'audit. Oui, c'est ça. Nous, on n'avait vraiment pas préparé en amont. Et pour la petite histoire des parkings, en fait, quand on a du coup rendu les résultats, on va dire, donc on a bien indiqué que, bah voilà, on trouvait que les places de parking, et en fait, l'établissement avait identifié. Et après, bah, suite à notre passage, en discutant, les personnes se disaient, bah, finalement, on a 6 places de parking pour les ambulances. Est-ce que c'est vraiment opportun, sachant que c'est très rare qu'on ait 6 ambulances en même temps? Souvent, c'est vrai que c'est des allées et venues. Donc, sur les 6, ils voulaient en dégager 2 pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, ils disaient, du coup, en attendant que les travaux soient faits, ils avaient pris cette optique-là de se dire, bah voilà, on va prendre ces 2 places de parking pour les personnes à situation de handicap. Et ils avaient même du coup mis en place une action de refaire du coup la signalétique sur les places de parking, etc., à moindre coût, en attendant du coup les vrais travaux de parking. Ok. J'ai vu qu'il y avait une petite question sur l'accessibilité pour les HAD. Donc là, bah, même réponse. Si c'est un bâtiment qui est prévu pour l'accès au public, il y a les normes PMR qui s'appliquent à tout le monde. Donc même si effectivement les patients n'ont pas vocation à passer spécialement dans les bureaux de la HAD, si ça arrive pour des consultations ou pour des soins un petit peu particuliers, oui, c'est quand même mieux que ce soit adapté à tout le monde. Alors après, des fois, on est victime de ces locaux, mais il peut y avoir des trucs et astuces, des fois pas des fois des choses un petit peu bêtes effectivement à pouvoir mettre, enfin pas bêtes, mais plus simple que ce qu'on pourrait croire à mettre en place. Et autant que faire se peut, oui, le faire, parce qu'après il y a les personnes à mobilité réduite qui sont handicapées, mais même nous, on peut tous avoir, sans avoir un handicap déclaré, on peut être handicapé de manière temporaire parce que on s'est foulé la cheville, parce que on a une hernie discale. Enfin voilà, ça peut, en tout cas en termes d'accessibilité,
on peut être tous concernés un jour ou l'autre, même si c'est de manière temporaire. Après, je ne sais pas si la question était plus sur l'accessibilité ou sur la prise en compte de tous les handicaps en général, mais alors, c'était une question sur la HAD, c'est ça? Sur oui. l'hospitalisation à domicile? D'accord. Oui, parce que l'hospitalisation à domicile, il y a toujours des bureaux, il y a toujours une partie quand même avec les professionnels où les professionnels peuvent se venir. Et souvent, les patients n'y vont pas puisqu'ils sont hospitalisés à domicile, mais dans quelques cas, il peut y avoir pour des consultes ou pour ça dépend des HAD, il peut y avoir des choses. Donc, ça portait sur tous les handicaps. Ok. Ouais, non, Madame Pruvot, là, c'est vrai que je voudrais pas vous répondre de bêtises. Je dirais qu'à partir du moment où on accueille du public, il faut s'adapter un maximum au public que l'on accueille. Mais effectivement, vous, comme la plupart de votre intervention est plus à domicile, bon, c'est une problématique vraiment particulière. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, une question suivante que j'aurais, c'est sur, encore une fois un peu naïf, sur l'inclinaison de la pente acceptable. C'est quoi, ce serait quoi une inclinaison de pente acceptable? Comment on le perçoit? Ça, pareil, c'est la commission de sécurité, ça fait partie des normes d'accessibilité vues avec la commission communale de sécurité. C'est réglementé. Alors j'ai pas les chiffres en tête, donc j'ai pas vous en. J'ai plus les chiffres en tête. Je sais qu'on en avait parlé lors du test, mais je sais plus exactement le pourcentage. C'est un pourcentage, mais je sais plus exactement. D'accord. Et du coup, mais comment ça se traduit concrètement? Peut-être Laurine, lors du test, est-ce que cette Après, lors du test, on a vraiment fait au jugé, quoi. On avait du coup un fauteuil roulant avec nous et on a jugé en fonction de la. Après, à part aux urgences où on a vraiment été embêtés, mais à l'entrée de l'établissement, la pente inclinable, tout était plat. Donc on a fait vraiment pour le coup au jugé. D'accord. Après, si vraiment il y a un doute, si c'est possible de tester avec une personne en réelle situation de handicap, pas forcément en fauteuil, hein, ça peut être quelqu'un qui se déplace avec une canne et que la moindre pente un petit peu trop pentue sera une difficulté. En fait, l'idée, nous, on avait vraiment fait au jugé et ce qu'on s'est dit aussi, c'est on a vraiment observé aussi ce qu'il y avait autour de nous. Et comme le dit Élodie, il y avait une personne avec une canne, où il y avait une personne qui tenait la main de son accompagnant. Du coup, voilà, c'est là où on a jugé du coup et on s'est dit bon oui, la pente, ça allait quoi. Oui, des fois même en observant effectivement. En observant autour de nous. Même si à l'instant T, on ne voit personne, nous, je sais on a été avant à l'extérieur, on est retourné dans le service, puis on est reparti du coup dans l'entrée. Et dans l'entrée, du coup, on a pu vraiment observer tout ce qui se passait autour de nous. Après, l'idée aussi, du coup, quand on s'est présenté dans les services, au guichet, à l'entrée, etc., il y a certains professionnels qui nous disaient moi, la dernière fois, j'ai eu tel type de personne, j'ai été en difficulté, mais j'en ai parlé. Du coup, regardez, on a mis ça en place. Donc, c'est vrai que les hygiaphones, en fait, depuis le Covid, ils ont remplacé par des plexiglas parce que les hygiaphones, en fait, étaient trop petits. Et du coup, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, quand elle parlait derrière le plexiglas, elle était assez loin. Et du coup, les personnes malentendantes n'entendaient pas du tout ce qu'elle disait. Donc, en fait, ils sont revenus à l'ancienne version. Ils ont pris leur ancienne surface transparente avec l'hygiaphone et ils ont inséré au-dessus, du coup, une plaque en plexiglas. Mais ça, c'est en discutant, en fait, avec les professionnels qu'on s'est rendu compte de ça.
C'est intéressant de passer par les exemples pour se figurer concrètement comment ça va se passer, comment ça peut se passer. Une dernière question sur l'ascenseur. C'est une question de Monsieur Srilka. Une personne en fauteuil roulant qui prend l'ascenseur a-t-elle facilement possibilité d'atteindre les boutons pour aller choisir l'étage où elle désire aller? Et sur la taille de l'ascenseur, oui, pareil, comment est-ce Ouais. qu'on se figure si l'ascenseur est suffisamment grand en fait? Et ben là, nous, on a vraiment pris, on avait pris un fauteuil roulant parce qu'on s'est dit, on va peut-être pas en prendre deux. Bon, il y a d'autres personnes qui doivent monter aussi à l'ascenseur, etc. Mais on pouvait, dans le test qu'on a réalisé en établissement, on pouvait largement y passer deux fauteuils et on a bien regardé. Donc, c'est vrai que le représentant des usagers qui était avec moi a bien joué le jeu, s'est assis dans le fauteuil, à vraiment appuyer sur les boutons le plus haut, etc. pour qu'on juge bien de, voilà, est-ce que vous avez eu des difficultés ou non à accéder. En plus, quand on est arrivé, un ascenseur sur les deux n'était pas disponible. Donc, en fait, il n'y avait que celui-là de disponible. Donc, c'est là où on a bien vu, bon, voilà, quand on appuie, il nous dit à quel étage on est. Quand on arrive, il nous redit à quel étage on est, etc. Après, généralement, les ascenseurs, les parcs d'ascenseurs sont refaits au fur et à mesure, ont des investissements. Et c'est possible de trouver encore des ascenseurs non conformes. Donc là, dans ces cas-là, le repréciser, si ça peut permettre d'accélérer la campagne de rénovation et de changement des ascenseurs. Mais c'est vrai, comme c'est des coûts très conséquents pour les établissements, c'est pas toujours les mises aux normes peuvent prendre du temps parce que ça dépend d'investissements financiers. Mais dans ces cas-là, l'audit permet d'accentuer le fait le fait que c'est important de le changer dans un délai raisonnable, quoi. Alors, dans le chat, il y a une précision, 6% la norme réglementaire sans dérogation. Je crois que c'est concernant La pente. l'inclinaison d'une pente. Ok. Et il y a une dernière question. Après, je vous laisse reprendre le fil de la checklist, mais c'est sur le handicap psychique. Alors là, on a balayé l'accessibilité des locaux, donc on s'est beaucoup concentré finalement sur la question des personnes à mobilité réduite. Pas que, hein, d'ailleurs, on est allé aussi sur des handicaps sensoriels. Mais voilà. Comment est-ce que a été pris en compte cette question du handicap psychique dans la checklist et si c'est pas là tout de suite sur l'accessibilité des locaux, encore que peut-être qu'il y a des sujets sur l'accessibilité des locaux et comment sur la suite de la checklist vous pouvez aussi nous dire des choses de l'adaptation au handicap psychique. Alors là, c'était la grande difficulté parce que du coup, c'est difficilement, on va dire, observable. Observable. Ouais, c'est difficilement observable. Par contre, on a posé la question à l'établissement et l'établissement a dit, bon voilà, quand on a une personne à handicap psychique, on a un accompagnant référent dans l'établissement, on a notre référent handicap qui est là et qui accompagne la personne du coup du début à la fin. Ouais, vraiment, c'est un outil sur l'observation. Donc, toutes les questions qui ont eu lieu, qu'on pourrait se poser par rapport à la donnée de santé, par rapport à comment on prévient en amont, et toute la relation qu'il y a avec l'établissement pour accueillir au mieux. Comme c'est pas un point d'observation, alors la question peut être posée lors de l'audit quand même pour balayer large, mais on l'a pas mis pour pas mettre en difficulté de pas pouvoir accéder à cette information ou à cette observation. Donc tout ce qui va concerner le dossier de soins n'apparaît pas dans cette checklist, volontairement, pour pas mettre en difficulté les représentants des usagers qui voudraient faire l'évaluation. Ok, merci. N'hésitez pas, Monsieur Marquis, si vous voulez préciser dans le chat des questions là-dessus, c'est-à-dire est-ce que pour vous il y a des points potentiellement observables ou des sujets d'attention, soit dans la checklist, soit qui peuvent être utiles aux représentants des usagers au-delà de la checklist, des points d'observation qui vous sembleraient pertinents, quoi. Voilà.
Je vous laisse poursuivre du coup sur les aspects communication, accompagnement et information pour s'orienter en interne avant de refaire une petite session de questions-réponses, si ça vous va. Pas de souci. Alors, du coup, au niveau de la communication et de l'accompagnement, donc tout ce qui est communication, est-ce qu'on demandera à l'établissement, du coup, est-ce qu'il a identifié, est-ce qu'il communique un référent handicap ou une équipe mobile, le cas échéant, donc si cela existe. Et au niveau de l'accompagnement, est-ce que les personnes atteintes de handicap peuvent être accompagnées tout au long de leur parcours, soit par la famille, l'institution, des associations? Est-ce qu'ils peuvent avoir à disposition un interprète en langue des signes française, etc. Donc ça, c'est vrai que le test qu'on a réalisé, on avait bien un référent handicap qui était mentionné du coup dans le livret d'accueil. Et donc, il était bien indiqué que la personne pouvait être accompagnée, et ils ont déjà fait appel à un interprète en langue des signes via une association. En fait, l'établissement avait une liste d'associations en fonction du type de besoin dont ils avaient identifié. Alors ensuite, donc l'information pour s'orienter en interne. Donc, est-ce que les fléchages sont adaptés? Donc, couleurs contrastées, la taille des écritures, la présence de pictogrammes. Est-ce que c'est en braille? Est-ce qu'il y a des formulaires faciles à lire et à comprendre, etc. Est-ce qu'on a l'accès à un plan interactif? Du coup, là, le plan interactif, c'est vrai que dans l'établissement... Donc là, fléchage adapté, en fait, on s'est baladé dans l'établissement, on a fait plusieurs services, on est redescendu à l'entrée, on a vraiment joué le jeu d'aller dans plusieurs services, et on s'est dit, bah voilà, de toute façon, si on se perd, c'est qu'il y a un problème déjà. Et puis, on a regardé bien la taille de l'écriture, etc., au moment du passage. Est-ce qu'il y a, donc pour le plan interactif, en fait, c'est vrai que l'établissement n'en avait pas, donc ils souhaitaient en mettre un sur Internet suite à leurs travaux. Donc là, c'est vrai que c'était indiqué. Est-ce qu'il y a un plan en braille ou en relief? Là aussi, l'établissement n'en avait pas, mais ça leur a permis aussi de se dire, bah, c'est vrai que quand on va faire les plans, pourquoi pas les réaliser en braille. Voilà, ça permet, en fait, l'idée, c'est aussi pour l'établissement de se poser des questions et de se dire, bah oui, on n'a pas, mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas travailler là-dessus, ou est-ce qu'on ne peut pas enclencher un groupe de travail, etc. Il ne faut pas non plus si l'établissement n'a pas répondu à oui à tous les critères, c'est pas un problème, en fait. C'est aussi pour sensibiliser les établissements et leur montrer qu'en fait on a des choses, leur proposer aussi quelques outils en plus. Et existence d'une application permettant de s'orienter dans l'établissement. Alors là, ils n'en avaient pas, il y a juste au guichet à l'accueil, il y a une personne, en fait, si jamais par exemple, il y a des difficultés pour s'orienter, il y a une personne dédiée qui se détache et qui emmène les personnes si elles souhaitent accéder à un endroit qu'elles n'auraient pas trouvé dans l'établissement. Ok. Peut-être pour la question de l'accompagnement par la possibilité d'être accompagné tout au long de son parcours, ça c'est un sujet, c'est un vrai sujet, et un sujet qui s'est sans doute complexifié avec le Covid et même après le Covid, j'ai envie de dire. Et nous, on a eu plusieurs témoignages lors des cafés rencontres précédents de 2022 de personnes en situation de handicap sur leurs difficultés à être accompagnées dans les services, aux urgences, voilà, avec beaucoup la consigne d'être seul, de venir seul à une consultation, etc. Voilà, donc ça, c'est aussi un point qui peut être observé aujourd'hui. Est-ce que quelles sont les consignes finalement transmises aux patients et quelles sont les possibilités d'être accompagné tout au long de son parcours? Ça, c'est un item qui me semble très important par rapport aux témoignages qu'on a reçus lors des cafés rencontres. Là, je dirais que c'est un peu propre à chaque établissement, aux politiques internes, à ce qu'ils vont plus loin que les réglementations qui ont. Les consignes lors du Covid ont évolué, hein, des fois d'une journée à l'autre, c'était pas les mêmes consignes. Là, maintenant qu'on est revenu à
je dirais pas une normalité, mais à quelque chose de moins strict. Si c'est selon la difficulté que le degré d'autonomie de la personne, et que ça serait vraiment problématique si elle n'était pas accompagnée. Je pense qu'il faut essayer de voir avec l'établissement vraiment si c'est pas bloquant dès le départ et pas se retrouver embêté en arrivant à l'établissement. De l'anticiper, de voir vraiment avec le médecin ou son secrétariat pour en amont pouvoir anticiper. Et si vraiment en arrivant sur place, il y a des grosses difficultés et il n'y a pas possibilité de discuter de la situation et qu'il n'y a pas de dérogation entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que si c'était pas la vraie réglementation, mais je trouve pas un autre mot possible. Bon bah là, on est clairement sur du droit de l'usager et bah, Mmh. faut faire remonter l'information à la direction par les biais, les biais connus, hein, un courrier à la direction ou questionnaire de satisfaction. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'effectivement, c'est vraiment d'essayer d'anticiper, pour pas être en difficulté le jour même, ce qui rajouterait du stress, parce que déjà personne n'aime aller en établissement de santé, donc voilà, ça peut peut-être s'anticiper. Alors ensuite, on a 2 questions, pas forcément, enfin, c'est des questions plus générales et qui dépassent peut-être la checklist des points observables. Une question, donc sur le handicap psychique, de finalement, pouvoir, s'assurer, de la formation des personnels, à l'accueil, de personnes en situation de handicap psychique. Et même une question aussi sur est-ce qu'il y a une obligation, d'un certain nombre de personnels soient formés, à la langue des signes? Non, il n'y a pas Non, de règles, ça fait partie de la politique interne de formation. en fait, ça fait partie de la politique. Et ce que l'établissement nous disait, c'est que bah, du coup, eux, ils ont préféré faire appel à des associations. Donc, ils avaient toute une liste d'associations et qui font intervenir de temps en temps pour si jamais ils ont besoin, en fait, d'une personne qui parle le langage des signes. Voilà. Ils font appel à l'association et en fait, la plupart du temps, ils nous disaient que c'était des retraités donc qui étaient assez disponibles et pouvaient venir régulièrement sur site, surtout qu'ils n'étaient géographiquement, les associations étaient vraiment à côté de l'établissement. Oui, Oui. parce que la grande difficulté après, c'est de faire coordonner les plannings avec les personnes, qui ont été formées pour toujours avoir quelqu'un, qui connaissent la langue des signes et ouais, il vaut mieux passer par des bénévoles ou des interprètes qui sont plus facilement disponibles que de compter sur du personnel. C'est un plus, c'est vraiment un plus quand du personnel, est formé, mais voilà, je trouve que cette solution-là, elle est, plus efficace peut-être. Alors ce que j'ai cru comprendre, en Mmh. participant au groupe de travail, c'est que il y a des fortes inégalités territoriales dans notre région et des secteurs de notre région qui sont plutôt, où «l'offre» entre guillemets est plutôt, présente et puis d'autres, endroits de notre région où vraiment c'est très, très Oui. Mmh. difficile d'être, accompagné, enfin d'avoir une ressource, d'une personne qui signe et qui puisse interprète. Donc il y a voilà, il y a sans doute à regarder, sur votre, établissement et puis sur votre territoire de manière générale, Mmh. si c'est effectivement une ressource qui est disponible ou pas. Après effectivement, c'est là où du coup la place de l'entourage est très importante. Quand Mmh. quand eux-mêmes peuvent, bah, du coup, un peu faire interprète ou essayer de pouvoir, compléter, les informations, mais effectivement, comme le souligne monsieur, Wilfer dans le chat, en cas d'urgence, c'est vraiment pas simple, c'est sûr, Après on peut toujours passer par des ardoises, mais bon, selon la douleur et selon, là où la personne, enfin pourquoi elle vient, va pas pouvoir écrire et ça sera pas compréhensible non plus, C'est vrai que c'est des grosses difficultés et pour les patients et pour les professionnels de santé. Mmh. OK, bien, je vous propose qu'on poursuive sur, les outils de communication adaptés. Il y a beaucoup d'items, là-dessus, donc on refera une session de questions-réponses après les outils de communication adaptés.
Alors, au niveau des outils de communication, du coup, bien identifier la charte de la personne hospitalisée. Est-ce qu'elle existe en braille? Est-ce qu'elle est mise à disposition ou est-ce que les personnes sont informées à qui ils peuvent la demander, du coup, cette charte? Documents d'information mis à disposition, est-ce qu'ils sont un formulaire facile à comprendre, type ma BD en santé ou HandiConnect, etc. Est-ce que le livret d'accueil est tout ou partie en FALC? Donc, formulaire facile à lire et à comprendre. Donc, est-ce que c'est écrit par des personnes formées et validé par des personnes atteintes de handicap correspondant? Et est-ce que c'est sur demande en plus du livret d'accueil ordinaire? Donc là, c'est vrai que c'était 3 items ou même le 4e livret d'accueil en version audio où l'établissement, du coup, devait travailler là-dessus parce qu'ils n'ont que le livret d'accueil, on va dire, ordinaire, très classique. Et donc, je sais que l'établissement, la charte de la personne hospitalisée, donc le représentant des usagers, en fait, avec qui j'ai réalisé les observations, a réalisé il y a quelques années, en fait, un set de tables où il reprend, en fait, la charte de la personne hospitalisée en braille. Donc, en fait, qu'il met à disposition au niveau du service restauration, et du coup, les personnes qui souhaitent avoir cette charte, elle est disponible en fait en braille. Faudrait que je demande au représentant des usagers s'il est d'accord de la diffuser. Mais voilà, il a réalisé la charte en braille. Mais c'est vrai que là, dans l'établissement, du coup, il l'avait, mais c'est vrai que ça permet aussi aux établissements de commencer à s'interroger sur le sujet. Donc, affichage des logos d'identification de différents handicaps, donc en fonction de l'accessibilité développée dans l'établissement. Donc là aussi, on avait eu différents logos. Donc, information sur la présence de personnes diplômées en langue des signes ou possibilité de faire appel à une association ou autre interprète. Donc, l'établissement avait plutôt opté sur, du coup, ils avaient 2 ou 3 associations, je crois. Annonce, est-ce qu'il y a des annonces sonores et visuelles? Donc là, c'était plutôt visuel sur des écrans. C'est vrai que sonore, il se posait la question, mais l'idée, c'était de pas trop faire d'annonces sonores non plus pour déranger du coup les prises en charge. Enfin voilà, il y avait toute cette idée de pour et contre à réaliser. Ensuite, installation de boucles magnétiques pour l'accueil des personnes malentendantes. Donc là aussi, il l'avait identifié. Et est-ce que les professionnels s'adressent directement à la personne atteinte de handicap? Et est-ce que le vocabulaire est adapté à son niveau de compréhension? C'est vrai que ce qu'on avait remarqué, du coup, en groupe de travail, c'est que parfois la personne en situation de handicap se dit « mais on ne me parle même pas à moi, on parle à la personne qui m'accompagne ». Donc, c'est vrai que là, les professionnels, malheureusement, en live, on n'a pas eu de professionnels qui devaient, du coup, discuter avec une personne atteinte d'un handicap. Mais du coup, on leur a posé la question. Et c'est vrai que la personne nous a dit qu'elle avait été formée et que du coup, quand elle devait prendre en charge une personne, par exemple, à mobilité réduite, elle n'hésitait pas à s'asseoir, en fait, pour être à hauteur, parler à la même hauteur. Et du coup, bon, là, c'est vrai que du coup, c'est des observations. Là, on n'a pas pu vraiment observer. On a dû poser la question aux professionnels. Mais au moins, ça permet aux professionnels aussi d'être sensibilisés et de se dire, ah bah oui, peut-être que des fois, en fait, je parle à l'accompagnant et je devrais plutôt parler, en fait, à la personne qui peut très bien me répondre directement. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un double... La checklist, c'est vraiment un double enjeu, en fait. C'est un enjeu pour les représentants des usagers, aller dans l'établissement, aller observer ces points, mais aussi pour les professionnels et l'établissement de sensibiliser au handicap qu'ils peuvent rencontrer en établissement. Alors, je fais une dernière intermède. 2 questions. Sur le livret d'accueil tout ou partie en FALC, moi, c'est le tout ou partie qui m'interroge. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, à partir de
quel moment on juge que c'est acceptable, entre guillemets, si qu'une partie du document livret d'accueil qui est en FALC. Voilà, je sais Bah pas là, si. ça dépend des ressources que l'on a pour traduire en FALC. Parce que c'est une formation particulière que tout le monde n'a pas. Et après, ça peut être voilà, ça peut être aussi une chronologie dans le temps. Pour l'instant, on peut pas le traduire en totalité, donc on décide de cibler des points particulièrement importants. Je sais pas, la préparation de l'opéré, avec des petits pictogrammes pour enlever les bijoux, prendre les douches et des trucs comme ça. Donc c'est pour ça, pour pas exclure le fait qu'il y a un début de démarche avec juste une partie qui est traduit, quand même valoriser ce qui a été entrepris. Effectivement, l'idéal, c'est d'avoir en totalité. Mais D'accord. voilà, c'était pour pas non plus pénaliser les établissements qui auraient déjà une démarche et les encourager à continuer dans cette démarche, justement. Alors, une question un peu naïve encore une fois, une boucle magnétique pour l'accueil des personnes malentendantes, qu'est-ce que c'est? En fait, alors moi aussi, hein, j'étais pas. En fait, c'est un système d'aide pour les personnes malentendantes. C'est ce qui permet d'augmenter le. Je sais pas s'il me dit champ magnétique, mais enfin voilà, c'est un outil, c'est un système d'aide pour les personnes malentendantes. C'est un petit boîtier. Ils vont montrer, hein, c'est un petit boîtier carré comme ça, et en fait, ça permet d'envoyer des sons. Ils m'ont expliqué vraiment des termes techniques, mais dans mes notes, j'ai juste noté système d'aide pour personnes malentendantes, entre parenthèses. Ouais, c'est des ondes, enfin, c'est des systèmes magnétiques en fait qui permettent d'émettre des sons particuliers. Donc c'était aussi pour valoriser le fait qu'il existe des dispositifs pour aider justement à une meilleure compréhension, à transmettre l'information, mais de manière technique. Ça marche. Merci de ces précisions. Je vous laisse terminer le passage en vue de la checklist avant les dernières questions. Alors ensuite, au niveau de l'accueil, du coup, surtout regarder si l'accueil est adapté. Donc, est-ce que les circuits sont identifiés qui priorisent donc la prise en charge des personnes atteintes de handicap? Et est-ce que l'établissement déploie le dispositif HandiConsult? Donc, HandiConsult, c'est vraiment pour coordonner et organiser la prise en charge, vraiment assurer un accueil téléphonique et de conseiller du coup les personnes en situation de handicap. Ensuite, accueil adapté aux urgences. Est-ce qu'on a des espaces d'attente appropriés? Donc, séparés de la salle d'attente commune, si le dimensionnement le permet, etc. Et en fait, donc là, nous, c'est vrai qu'on a été jusqu'aux urgences et on était vachement étonnés parce qu'on a été dehors. Et en fait, pour accéder aux urgences, donc là, la pente, elle n'était pas du tout à 6%. Hein. Il fallait vraiment bien monter. Pour vous dire, même avec un fauteuil sans personne dedans, on a eu quelques difficultés parce qu'il y avait des trous au sol. Ensuite, donc, pour accéder aux urgences, il faut ouvrir une première porte qui donne accès à un sas très petit pour ouvrir une deuxième porte. Donc là, on a tout de suite vu qu'en fait, ce n'était pas vraiment adapté. Et ensuite, quand on est arrivé au guichet des urgences, là, le guichet était très haut. Donc voilà, ils le savaient. Hein. Ils avaient dit, vous allez voir aux urgences, on n'est pas du tout bon. Ils attendaient justement qu'on fasse ces observations pour aussi, ils avaient une réunion la semaine d'après pour leurs travaux, pour aussi adapter en fonction de ce qu'on a vu, etc. Mais comme je vous dis, ça permet aussi de sensibiliser parce que on a déjà eu, pourtant on était à 2 avec un fauteuil, on a déjà eu des difficultés à rentrer dans le sas. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le sas, il faut appuyer sur un bouton qui est assez en hauteur pour appeler, pour que la porte s'ouvre. Et donc là, bon, c'était vraiment pas possible. Alors, le professionnel me dit, sinon, il fallait passer par le parking, des ambulances, etc., ou des pompiers. Mais en fait, comme c'est pas indiqué, finalement, on l'a pas su. Donc, c'est vrai qu'en attendant les travaux, du coup, ils devaient mettre en place, donc ils avaient fait un plan d'action en mettant des affiches, voilà, en indiquant pour les personnes à mobilité réduite, veuillez passer par le passage pompier et ambulance,
qui là, du coup, on est passé par là et qui là, c'est vrai, est beaucoup plus accessible. Il y a une grande porte qui s'ouvre automatiquement, etc. Ensuite, au niveau de l'organisation, donc organisation pour faciliter l'accueil et l'orientation. Donc, est-ce que le site Internet est accessible à tout type de handicap? Est-ce qu'on retrouve des formulaires faciles à comprendre, des pictogrammes, des contrastes de couleurs, des lectures à voix haute, etc. Et est-ce qu'on a un numéro de téléphone unique et d'email, SMS, fax pour faciliter l'information de ces personnes? Est-ce que c'est affiché ou communiqué? Donc, livret d'accueil, site Internet, autres documents. Donc là, c'est vrai qu'on a été sur le site Internet et bon, ils ont indiqué les modifications à faire, mais ils ont un gros souci. Voilà, ça prend beaucoup de temps, mais ils ont indiqué du coup les actions qu'ils devaient mettre en place. Ensuite, au niveau du coup du pilotage, on avait, est-ce que la signature de la charte Romain Jacob et l'affichage est affiché aux endroits de passage? Est-ce que le livret d'accueil intègre la politique de l'établissement en matière de prise en charge de personnes vivant avec un handicap? Et ensuite, est-ce qu'il y a des affichages ou des pliants sur des réseaux partenaires, associations, conventions avec des établissements médico-sociaux, des dispositifs locaux, etc. Donc là, c'est tout ce que l'établissement peut mettre en place un petit peu au niveau du pilotage. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais pourquoi on donne la main aux représentants des usagers? On le verra juste après, on a un webinaire de sensibilisation à la certification. Mais c'est vrai que la nouvelle certification, les représentants des usagers vont être interviewés. Et en tant que représentant des usagers, les experts visiteurs vont vous demander voilà, comment vous vous impliquez au sein de l'établissement, quelle relation avec vous, avec les professionnels, est-ce que les professionnels vous connaissent, etc. Et donc, l'idée, c'est aussi un double enjeu. Cette checklist vous permet de faire ces observations. Cette checklist, du coup, vous permet de vous impliquer au sein des établissements et du coup, au moment de la certification, au moment d'échanger avec les experts visiteurs, de leur dire, oui, voilà, avec l'ingénieur qualité ou toute autre personne, j'ai réalisé une checklist sur la prise en charge du handicap. Donc, voilà ce qui en est ressorti. Voilà le plan d'action que nous avons élaboré, etc. Donc voilà, c'est aussi un double enjeu pour les représentants des usagers de vous impliquer dans l'établissement. Et en fait, on dit toujours, les professionnels sont vraiment dans leur établissement tous les jours, voilà, c'est leur quotidien, que vous avez quand même un regard beaucoup plus extérieur. Et du coup, vous pouvez identifier d'autres points que les professionnels n'ont pas identifiés. Les professionnels, quand ils vont dans leur service, ils ne regardent même plus la signalétique. Donc, si on l'enlève le mardi, en fait, les professionnels ne s'en rendent pas compte parce que, par contre, vous, quand vous allez aller dans le service, vous n'avez pas l'habitude, vous allez le voir tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est un double enjeu. Ça vous permet aussi d'apporter un regard neuf et de vous impliquer de participer. dans les... Ouais, chercher mes mots. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a Madame Maucomble qui fait la remarque. J'ai demandé qu'il soit mis en place une commission sur le handicap avec les professionnels de santé et cela a permis d'identifier des points importants. Oui, ça peut être aussi une proposition, effectivement. De toute façon, les représentants d'usagers, vous êtes force de proposition et ça, voilà, sur un sujet aussi important que la prise en compte des différents handicaps, c'est une bonne idée aussi, effectivement, de proposer cela. Non, mais écoutez, je crois que les questions qui ont été posées ont trouvé leur réponse. On va poursuivre. Moi, je vais vous parler, je vais laisser terminer le réseau santé qualité risque et puis ensuite, je vous parlerai moi de comment est-ce que ça peut se traduire concrètement, de comment on va vous envoyer cette checklist, etc., quoi. Alors, juste pour aller un peu plus loin, si vous souhaitez un peu plus d'informations, c'est vrai que la Haute Autorité de Santé a élaboré un guide d'amélioration des pratiques professionnelles, d'accueil, d'accompagnement et d'organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a
aussi piocher un petit peu dans ces éléments pour réaliser la checklist. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'infos, vous allez avoir le diaporama et on a mis les liens hypertextes si vous souhaitez aller un peu plus loin. Et ensuite, du coup, pour vous rappeler, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est un double enjeu donc pour les représentants des usagers. Mais si vous souhaitez vous sensibiliser, former à la certification, donc avoir les points essentiels, donc avec le France Asso Santé, on organise le 1er juin 2023, donc en visioconférence, une formation sensibilisation donc à destination des représentants des usagers à la nouvelle certification. Et on a aussi une session prévue le 9 novembre 2023, donc toujours en visioconférence. Donc normalement, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez vous y inscrire. Et on vous a mis du coup tous les liens utiles des documents de la Haute Autorité de Santé, donc le manuel de certification, les fiches pédagogiques, les fiches pratiques, etc. Qui peuvent, du coup, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Du coup, vous allez voir un petit peu les questions que les experts visiteurs peuvent vous poser. Et c'est vrai qu'on en parle lors de la formation. Et ensuite, j'ai mis nos contacts. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, on reste disponible. Eh bien, merci beaucoup. Alors, comment ça va se passer pour la suite? En fait, effectivement, donc, tout d'abord, on va vous envoyer par mail à l'ensemble des représentants des usagers, aujourd'hui, la checklist avec un courrier d'accompagnement qui explique un petit peu, la démarche. Je vais aussi vous la partager tout de suite. Alors, voilà, je crois que là c'est bon, je vous la partage. Donc et puis on en a aussi imprimé quelques-unes. Donc on a fait vraiment on a demandé, et merci beaucoup au réseau Santé Qualité Risque d'avoir joué le jeu, de faire un document qui soit joli et qui soit surtout sur une double page, qui soit voilà vraiment très facile à transporter, etc. Donc ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps de récupérer cette checklist. Alors nous, on sera présent sur le 13 avril prochain, sur la journée des droits des usagers de la CRSA. Donc si vous passez ce jour-là, vous pourrez tout à fait récupérer une checklist à ce moment-là. On va également, donc on l'envoie par mail aujourd'hui. On va également la diffuser par courrier en version papier aux présidents et vice-présidents des commissions des usagers. Voilà, donc en tout cas la liste que nous transmet l'ARS des présidents et vice-présidents des commissions des usagers qui sont représentants des usagers, qui sont président ou vice-président d'une commission des usagers, ils auront cette checklist par courrier. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous faire à vous signaler si vous souhaitez une version papier de cette checklist. Voilà, vous qui avez participé au webinaire, les personnes qui ont participé au café rencontre également, ça peut, on peut, enfin voilà, que ce soit surtout pas un frein et qu'on puisse vous transmettre d'une manière ou d'une autre cette checklist. Voilà, quoi qu'il en soit, elle sera à minima envoyée par mail à l'ensemble des représentants des usagers dès aujourd'hui et disponible sur notre site internet dès aujourd'hui également, ainsi que le courrier d'accompagnement qui explique un petit peu la démarche. Donc la démarche, c'est bon, je vais pas revenir en détail sur ce qu'ont présenté Laurine et Elodie, mais en tout cas, c'est de le faire en partenariat avec
l'établissement de santé où vous êtes, où vous avez un mandat de représentant des usagers. L'idée, c'est pas de vous balader en espion dans l'établissement et de renseigner cette checklist seule, puisqu'on voit bien que c'est aussi un vecteur, cette checklist d'action possible pour l'établissement, et que le fait d'avoir fait ce test en partenariat, on voit bien que ça peut aussi permettre à l'établissement de se rendre compte d'un certain nombre de points d'amélioration possibles. Voilà, donc la première étape, c'est de rencontrer votre interlocuteur habituel, j'ai envie de dire, de l'établissement, que ce soit le responsable qualité ou un directeur, voilà, qui est votre interlocuteur habituel dans le cadre de la commission des usagers, pour lui proposer la mise en place de cette action. Je sais aussi que le réseau Santé Qualité Risque va diffuser dans son propre réseau d'établissement l'information de cette checklist. Ensuite, c'est de convenir avec l'établissement et avec l'ensemble finalement des représentants des usagers qui seraient motivés de l'ensemble des RU de la commission des usagers de pouvoir convenir d'une date pour pouvoir réaliser cette enquête dans les meilleures conditions. Voilà. Ensuite, voilà, il y a le fait d'aller réaliser, d'aller ensemble pour cet exercice. On présume que ça durera minimum 1h30. Voilà, je crois que Laurine, vous avez quasiment eu une demi-journée sur de réalisation de cette action. Voilà, et puis une fois que cette enquête sera réalisée, alors on a une ambition à France Asso Santé, c'est de pouvoir analyser les résultats, c'est-à-dire de pouvoir globalement dire quels sont les points observés et les points moins observés dans les établissements. Donc pour ça, on va vous demander une contribution au-delà de cet exercice, c'est-à-dire de pouvoir nous remonter ensuite l'information. Soit en nous renvoyant, en nous scannant le document, en nous le renvoyant par courrier, ou en renseignant un formulaire sur Internet. Voilà, tout ça sera expliqué dans le mail qui va vous être envoyé à tous aujourd'hui. Voilà, et donc on se permettra de vous faire des relances régulières, parce qu'on a l'ambition d'ici 6 mois, on va dire, de pouvoir obtenir l'information de votre part suite à la réalisation de cette action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé l'action, que vous puissiez remonter à France Asso Santé, à moi, les informations. Sachant qu'on fera que si on obtient suffisamment de checklists d'établissements différents, on pourra effectivement tirer un peu des conclusions sur une petite photographie où on en est dans la région sur les différents items qui vous ont été présentés ce matin. Par contre, on anonymisera les résultats présentés, hein, bien sûr. Il ne s'agira pas du tout de communiquer au grand public que tel établissement est bon élève ou que tel établissement est pas bon élève. Enfin, voilà, c'est pas du tout ça le projet. Voilà, écoutez, je crois que sur la checklist, on a fait le tour, à moins que Laurine et Elodie, vous voyez quelque chose que j'ai oublié. Non, tout a été dit. Bon, eh bien super. Sur ce groupe de travail de France Asso Santé sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, il est ouvert, hein, c'est un groupe de travail régional, donc n'hésitez pas aussi à me contacter, à vous rapprocher de moi si jamais vous souhaitez rejoindre ce groupe de travail. C'est l'opportunité, vous verrez que c'est aussi le produit de ce groupe de travail, hein, le projet qu'on vous présente et qu'on vous propose aujourd'hui.
Voilà, pour la checklist, je pense avoir fait le tour. Donc, il y aura un envoi mail aujourd'hui, sera disponible sur notre site. Ce sera disponible le 13 avril. On l'enverra par courrier aux présidents, aux RU qui sont présidents, vice-présidents. Voilà. Et si malgré tout ça, vous ne l'avez pas, surtout appelez-nous et qu'on puisse vous la transmettre. Elle est en version PDF et en version papier. Voilà. Voilà pour ce qui est de la checklist. Je vais peut-être, il est 11h20, on est dans les temps, on a encore 5 minutes si possible. Je ne sais pas si Maureen veut remonter sur scène pour la fin de ce webinaire. En ouverture, on en profite aussi pour vous parler d'un projet qui est aussi sur les droits en santé de personnes vulnérables et donc qui peut aussi être promu à l'occasion de la Journée européenne des droits en santé. Et ce projet, il s'appelle J'ai des droits. Et c'est des vidéos qu'on a conçues avec des personnes sous mesure de protection, c'est-à-dire tutelle ou curatelle par exemple, et qui ont exprimé les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer dans le respect de leurs droits et de leurs droits particulièrement en ce qui concerne le système de santé. Voilà, donc je vous propose, je ne peux pas dire en avant-première, parce que l'avant-première, on l'a faite la semaine dernière, mais je vous propose de regarder ensemble tout de suite une vidéo pour vous donner un peu à voir ce projet et vous susciter votre curiosité sur ce projet également. Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit de recevoir mes courriers médicaux. Les médecins de l'hôpital, j'envoie les courriers chez la curatelle, je demande à ma curatelle les courriers. Elle les a pas, je me demande où ils sont en fait. Du coup, je rappelle l'hôpital où je me bats en fait pour avoir toujours mes courriers médicaux. Hein, et je les ai toujours pas. Des fois, j'ai envie de débarquer voir la curatelle et de demander tout mon dossier pour voir si mes courriers sont pas dedans. Hein. Mais malheureusement, on peut pas faire ça. C'est pas moi qui les sais. Je sais pas, soit mon tuteur ou mon médecin traitant ou la psychiatrie, mais je sais pas qui les a. J'ai le droit de recevoir moi-même mes courriers médicaux. L'établissement de santé doit m'adresser directement les comptes rendus médicaux. L'établissement de santé doit distinguer l'adresse de facturation et l'envoi des comptes rendus médicaux pour respecter le secret médical, que je sois sous tutelle au bien, sous curatelle ou autre. Mais si je suis sous tutelle à la personne, et seulement dans ce cas, c'est le tuteur qui reçoit mes comptes rendus médicaux. Il doit m'aider à comprendre leur contenu. Le CMP, en fait, au début, ils envoyaient le courrier à la curatelle et la curatelle me le renvoyait. Mais je sais qu'ils étaient ouverts parce que du coup, c'était plus les mêmes enveloppes. Et dans les courriers, il y avait une pièce jointe et marqué voici ce que nous avons reçu de la part de votre CMP. Alors que le CMP, normalement, ils n'ont même pas lieu de l'envoyer là-bas. Donc je me suis acharné pour que le CMP, ils arrêtent de les envoyer et qu'ils les envoient chez moi. Elle ne peut pas savoir si c'est une facture ou si c'est un compte-rendu médical. S'il y avait un tampon, par contre, ils peuvent savoir que c'est un compte-rendu médical et juste prendre l'enveloppe, la laisser fermer, la mettre dans une plus grande enveloppe et joindre le papier au-dessus de l'enveloppe. Comme ça, le secret médical y est préservé. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas des droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi.
Voilà, donc nous avons 6 vidéos de ce même format sur l'accès à l'information, le consentement, sur l'accès au dossier médical, sur les courriers médicaux, c'est celle que vous venez de voir, sur la désignation, sur la possibilité de désigner une personne de confiance et puis sur l'accès aux soins sans discrimination. Voilà, donc tout ça est sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et le lien vous a été mis dans le chat. Donc encore une fois, un outil qui est disponible, hein. Je vois la question je vois qu'il est possible de diffuser ce sujet dans les établissements, mais avec grand plaisir, n'hésitez pas. Voilà, l'idée de ce webinaire, c'était de pouvoir vous montrer 2 outils, enfin de vous montrer surtout la checklist, hein, c'était le sujet principal, mais de vous montrer qu'il y a des outils qui se créent pour défendre les droits des personnes vulnérables. C'est un peu ça la couleur qu'on a voulu donner aujourd'hui au lancement de la Journée européenne des droits en santé. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence, de votre participation. Je vais laisser peut-être la parole à Maureen pour si jamais il y a des dates à nous donner ou j'en sais rien. En tout cas, voilà, moi je vous remercie. Eh ben, merci à tous pour votre participation active et les échanges qui ont pu avoir lieu aujourd'hui par chat interposé. Moi, je pense que vous avez tous nos informations et on envoie suffisamment de mails pour avoir le planning de formation, les vidéos, tout ça. Je vous ai remis tous les liens à disposition dans le chat et je répète, mais toute la délégation est à votre disposition pour vous outiller. La Journée européenne des droits en santé, c'est un prétexte pour aborder les droits, mais c'est des choses que vous pouvez faire vraiment à tout moment, tenir des stands dans vos établissements, des permanences. Dans tous les cas, on est toujours là pour vous outiller. Et là, c'est un très beau prétexte en lançant aussi cet outil. Donc, le plus important, c'est de faire vivre ces outils qui vous soient utiles et que vous puissiez aussi nous faire des retours sur ce que vous en faites et comment ça a pu vous être utile au contact de l'usager. Donc, on est vraiment là en délégation à votre disposition. Vous avez nos coordonnées habituelles donc dans nos locaux de Lille, par mail ou par téléphone. N'hésitez surtout pas et je vous remercie encore à tous. Merci Elodie, Laurine. Encore un beau partenariat sur ce projet. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et par avance un bon grand week-end. Et on peut, je pense, pas trop de chocolat, effectivement, je vois dans le chat, avec modération. Je pense que ça sera le message de santé publique pour finaliser ce webinaire. À tous un très bon week-end. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.